Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air toute simple, mais qui est absolument fondamentale en physique. C'est vraiment le cœur du chapitre Mouvement et interaction du programme de première. On va essayer de comprendre comment des objets peuvent interagir sans jamais se toucher. Pour ça, on va d'abord comparer les deux grandes interactions qu'on connaît, la gravitation et l'électricité. Ensuite, on introduira le concept génial de champ pour résoudre ce mystère. Et pour finir, on verra ce que ça donne à l'échelle de l'atome, pour savoir qui gagnait le match. Allez, on est parti. Pensez-y une seconde. La Terre tourne autour du Soleil, mais ils sont séparés par 150 millions de kilomètres de vide. Autre exemple, plus proche de nous, on frotte une règle en plastique sur un pull et elle arrive à attirer des petits bouts de papier à distance. Dans les deux cas, il n'y a aucun contact direct. C'est ça le fameux problème de l'action à distance. Alors comment la physique fait-elle pour modéliser ça? C'est vraiment la problématique centrale de ce cours. Pour expliquer ces phénomènes, la physique nous donne en fait deux outils super puissants. D'un côté, la force de gravitation, qui concerne tout ce qui a une masse, de l'autre, la force électrostatique, qui agit sur tout ce qui porte une charge électrique. Et ce qui est assez dingue, c'est que quand on regarde leurs lois mathématiques, eh bien, elles se ressemblent de manière troublante. Regardons d'un peu plus près ces deux schémas. À gauche, pour la gravitation, on voit que les deux flèches, nos vecteurs force, sont dirigés l'une vers l'autre. Ça veut dire que les masses s'attirent. Toujours. C'est une force attractive. À droite, pour l'électrostatique, c'est le même principe avec les charges, mais attention, la force peut aussi être répulsive si les charges sont de même signe. On voit bien les flèches qui se poussent. Cette représentation avec des vecteurs, c'est vraiment crucial pour décrire à la fois la direction, le sens et l'intensité de ces interactions. Ce tableau y met vraiment en lumière cette ressemblance mathématique incroyable. Dans les deux formules, la force est proportionnelle au produit des propriétés, soit les masses, soit les charges, et elle est inversement proportionnelle au carré de la distance. C'est la même structure, mais la différence physique, elle, est capitale. Comme la masse est toujours positive, la gravitation est uniquement attractive. À l'inverse, comme les charges peuvent être positives ou négatives, la force électrostatique, elle, peut être soit attractive, soit répulsive. Et cette petite différence, ça change absolument tout. Bon, on en revient à notre question de départ, cette fameuse action à distance. Comment est-ce que le Soleil sait que la Terre est là pour l'attirer? La solution, c'est l'une des idées les plus brillantes de toute la physique. Le concept de champ. Non, ce n'est pas de la magie, c'est une manière de modéliser le monde qui nous entoure. Alors, qu'est-ce que c'est un champ concrètement? Il faut imaginer qu'un objet source, disons le Soleil, ne fait pas qu'exister passivement. En fait, par sa simple présence, il modifie l'espace tout autour de lui. Et cette modification de l'espace, c'est ça, le champ. Et si un autre objet, comme la Terre, arrive dans cette zone modifiée, il ressent le champ à l'endroit précis où il se trouve, ce qui se traduit par une force. Du coup, l'interaction n'est plus à distance, elle devient locale, point par point. Pour bien se représenter ce concept un peu abstrait, on peut utiliser une analogie classique. On a tous déjà vu cette image de limaille de fer qui s'organise en jolies lignes autour d'un aimant. Eh bien, ces lignes, elles matérialisent le champ magnétique. On peut donc voir un champ comme une sorte de carte invisible, une carte qui nous indiquerait la force qui s'exercerait en chaque point de l'espace. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est que la relation entre la force et le champ est d'une simplicité incroyable et encore une fois, parfaitement parallèle pour nos deux interactions. Pour la gravitation, la force subie par un objet, c'est sa masse multipliée par le champ de gravitation, le fameux petit g. Pour l'électricité, la force, c'est la charge de l'objet fois le champ électrique E. C'est la même logique, la même structure. C'est magnifique, non? Ok, maintenant qu'on a bien posé les bases, on va faire un bond et changer complètement d'échelle. On oublie les planètes et on plonge à l'intérieur d'un atome, un endroit où ces deux forces, gravitation et électricité, coexistent. La grande question, c'est laquelle des deux va dominer? Pour que ce soit bien concret, on va mener une petite enquête sur un atome d'iode, un peu comme dans un exercice type bac. On va simplement calculer et comparer la force gravitationnelle et la force électrostatique entre le noyau de l'atome et l'un de ses électrons les plus externes. Alors, à votre avis, qui l'emporte? Pour résoudre ça proprement, on suit la méthode. C'est toujours la même chose. D'abord, on modélise notre système. On a le noyau d'iode avec sa masse et sa charge, et on a l'électron avec sa propre masse et sa charge. Ensuite, étape 2, on applique la loi de Newton pour calculer la force gravitationnelle entre les deux. Et enfin, étape 3, on applique la loi de Coulomb pour calculer la force électrostatique. Alors, on fait le rapport entre la force électrique et la force gravitationnelle, et le résultat est juste ahurissant. La force électrique est environ 10 puissance 39 fois plus intense que la force gravitationnelle. Pour se rendre compte, c'est un 1 suivi de 39 zéros. C'est un nombre dont l'échelle est tellement grande qu'elle dépasse complètement notre imagination.
La conclusion est donc sans appel. À l'échelle de l'atome, ce qui assure la cohésion de la matière, ce qui gouverne toutes les réactions chimiques, c'est uniquement l'interaction électrique. La gravitation, elle, même si elle est universelle, est tellement faible à cette échelle qu'on peut la considérer comme totalement négligeable. Ça nous apprend quelque chose de fondamental. L'importance d'une force dépend radicalement de l'échelle à laquelle on observe un phénomène. Allez, on fait le bilan de tout ça. On a exploré 2 interactions fondamentales. On a vu que, malgré des différences énormes d'intensité et de nature, elles partagent une écriture mathématique très similaire. Et surtout, elles sont toutes les deux décrites par ce concept unificateur de champ, qui est la solution élégante au problème de l'action à distance. Ce tableau, c'est un peu le résumé de tout ce qu'il faut retenir. On y retrouve les 2 lois de force en 1 sur d au carré qui modélisent l'interaction entre 2 objets. Et juste en dessous, les 2 définitions des champs de gravitation et électrique, qui nous donnent la clé pour comprendre comment cette interaction se propage localement dans l'espace. Voilà, on vient de terminer notre exploration des champs statiques, c'est-à-dire créés par des sources qui ne bougent pas. Mais ça ouvre naturellement une nouvelle question. Qu'est-ce qui se passe si les charges se mettent en mouvement, si elles accélèrent ? Eh bien, leur champ va se mettre à varier dans le temps, et ça, c'est la porte d'entrée vers un monde complètement nouveau que vous explorerez en spécialité physique-chimie en terminale, le monde fascinant des ondes électromagnétiques. Et bien sûr, comme l'objectif c'est aussi de réussir ces épreuves, on finit toujours avec l'essentiel à retenir. Voici une petite fiche de révision bien concentrée. Prenez bien note de ça. Il faut connaître sur le bout des doigts les 4 formules, et bien sûr leurs unités dans le système international. Il faut aussi savoir tracer, au moins qualitativement, l'allure des lignes de champ pour une charge positive et une charge négative. Les compétences qu'on va évaluer, ce sera toujours les mêmes. Savoir appliquer une formule et savoir modéliser une situation. Et le réflexe ultime, la méthode qui sauve. On commence toujours par un schéma clair et un bilan des forces. C'est vraiment la clé du succès. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette explication a rendu les concepts de force et de champ un peu plus clairs. Si ça a aidé à mieux comprendre, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien rater et surtout à partager ce cours. Bon courage pour les révisions et on se retrouve très bientôt.